Alors on continue, c'est parti pour le contexte d'empilement. Ça aussi, ça pose en général pas mal de problèmes. La façon dont les éléments sont affichés les uns au-dessus des autres pose beaucoup de soucis aux développeurs. Une étape souvent importante du débogage consiste à déterminer l'ordre d'affichage des éléments autour de l'élément et de l'élément en question. Donc l'élément en question, comment il est affiché par rapport aux autres éléments autour, quelle est sa position, quel est son display. Donc l'ordre d'affichage, on avait fait une vidéo totale dessus si vous voulez revenir dessus. Comme vu précédemment, l'ordre d'affichage dépend du display, de la position, du potentiel z-index, des potentiels contextes d'empilement, qui peuvent être créés par certaines propriétés et valeurs. Donc ça aussi, c'est complexe à comprendre. On rajoute une propriété, boum, un élément passe au-dessus, il passe en dessous, il disparaît, on sait pas trop pourquoi. Ça a un rapport avec le contexte d'empilement, avec l'ordre d'affichage, et l'ordre d'affichage, existe par rapport à, entre guillemets, tout ce qu'il y a précédemment jusqu'ici. Voilà. Et notamment aussi certaines propriétés spéciales comme transform, opacity, z-index avec un élément positionné, ce genre de choses. Donc ça aussi, il faut bien le gérer. Une fois qu'on a bien compris le layout en question, la position en question, on peut se poser la question du contexte d'empilement si on a un bug en rapport avec ce contexte d'empilement-là. Ensuite, est-ce un problème lié à la cascade ou à la spécificité? Si le style d'une règle ne s'applique pas du tout, ou s'il arrête de s'appliquer en dessous ou au-dessus de telle ou telle requête media query, on a sans doute affaire à un problème lié à la cascade. Pour le résoudre, il faut analyser les règles appliquées à un élément dans le panneau Elements des DevTools. Chaque règle peut afficher son niveau de spécificité lorsqu'on la survole. Donc si on commence à coder quelque chose en CSS et on voit que rien ne se passe en fait, rien ne se passe, ça c'est vraiment bizarre, il faut directement que ça tilte dans votre tête et se dire ok, ça c'est de la spécificité parce que normalement ça devrait fonctionner, ce que je suis en train de coder, donc ça veut dire que c'est override, c'est annulé par d'autres styles en fait, tout simplement. Donc là, si je fais clic droit inspecter, je peux voir dans la partie style les différentes règles qui sont appliquées à cet élément. Donc je peux voir ici, je peux survoler pour voir la spécificité ici, 010. Là, je vois que c'est 001. Donc assez intéressant, ici on a une liste de sélecteurs. La liste de sélecteurs, on pourrait se dire, ah mais ça a une super forte spécificité ici, vu que j'ai mis H1, H2, H3, etc. Non, une liste comme ça va prendre la spécificité du plus grand sélecteur. Donc ici, à chaque fois, c'est la même chose, c'est un élément, juste HTML, donc c'est 1. Donc le plus grand, c'est 1, et ça fait 001 comme ça. Voilà, là c'est pareil, etc., etc. Donc ça permet vraiment de voir tout ça. Et en général, si on crée du style qui n'est pas appliqué, on va le voir ici, on va le voir barré. S'il est barré, c'est qu'il a été passé au-dessus par un autre. Et donc on peut découvrir ça, et puis on peut cliquer ensuite sur le style en question, et hop, ça nous téléporte ici, dans le panneau sources. Ok. Et donc c'est pour ça, pour pallier à ça, il vaut mieux prévenir que guérir, et utiliser des modes de développement comme BEM par exemple, qui font qu'on va essayer de se limiter à une spécificité très basse, la plus basse possible, 001, à chaque fois juste un sélecteur pour chaque règle. Ça permet vraiment de pallier à ces problèmes-là, de les prévenir même. Ensuite, les pseudo-classes. Un bug peut arriver seulement lors du survol ou lors de l'état spécial d'un élément géré par les pseudo-classes en CSS. Ce bug peut être dur à gérer dû à la rapidité d'une animation ou d'une transition. Si vous voulez forcer un état, vous pouvez effectuer un clic droit sur l'élément en question dans le panneau Elements, puis Force State, Hover, Active, etc. Donc par exemple, vous survolez un élément, il y a une petite animation, un petit changement, et puis ça va très vite, et vous n'arrivez pas vraiment à voir ce qui se passe dans la partie Elements ici. Vous survolez, là ça s'affiche, puis ça arrête de s'afficher. Eh bien, vous pouvez simplement venir ici, clic droit, Force State, et puis Hover, Active, Visited, etc. Au lieu de faire des hop-hop et essayer de voir un petit peu rapidement ce qui se passe. Ensuite, les bugs liés à la réactivité, donc responsive et au media query. Un bug peut survenir lorsque le viewport est rétréci ou agrandi, donc la partie visible. Dans ces cas-là, son origine vient très souvent, mais pas tout le temps, de ce qu'on a codé dans les media queries. Ok, donc si je commence à agrandir comme ça et rétrécir mon écran et qu'il y a des bugs, qu'il y a quelque chose qui change directement, ça peut venir souvent des media queries qu'on a mis en place. C'est très souvent le cas. Ouvrez l'onglet Elements de DevTools afin de visualiser précisément quand est-ce que le contenu d'une requête média est pris en compte. Vous avez également accès à la fonctionnalité Toggle Device Toolbar vue précédemment, vous permettant de visualiser tous les media queries et d'afficher votre page selon certaines dimensions. Donc Toggle Device Toolbar, et vous avez les potentiels media queries. Sachez qu'ici, je n'ai pas utilisé de media queries, vu que j'utilise à chaque fois clamp ici pour le font size. Voilà. Pourquoi j'ai pas eu besoin de media query ici? Après, c'est une page qui est très simple, hein, c'est juste une page de blog comme ça, donc c'est normal. Ok, les bugs liés au rétrécissement ou à l'agrandissement d'une page peuvent aussi être causés par des unités de mesure mal comprises, pourcentage VH, etc.
Ils peuvent aussi être causés par certains modes de positionnement, évidemment, comme Flexbox ou CSS Grid. Si vous avez du FlexWrap, ce genre de choses, ça peut passer à la ligne. Ou du autofill, autofit, juste là. Car ces derniers permettent de créer des dispositions fluides qui s'adaptent ou pas à plusieurs tailles d'écran. Voilà, donc ça peut venir de pas mal d'endroits différents. Les bugs liés au responsive, en général, c'est soit les media queries, soit Flexbox, CSS Grid, ou encore certaines unités de mesure. Et là, vous avez ce genre de choses. Ça peut aussi être un bug lié à des media queries et à un problème de spécificité. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment donné, vous donnez du style, il est à moitié pris en compte parce qu'il y a quelque chose qui est plus fort, etc. Donc il faut aussi prendre en compte ce genre de choses. Tentez par tous les moyens de casser l'interface. Le but est de trouver de potentiels bugs avant les véritables utilisateurs de votre site. Pour ce faire, soyez sans pitié. Cliquez partout, utilisez toutes les fonctionnalités à outrance, réduisez, augmentez la taille de la page, remplissez les inputs et rajoutez autant de contenu qu'on peut par exemple à un input, appuyez sur tous les boutons et tous les liens. Et si par exemple l'utilisateur peut rentrer du contenu avec un texte area ou ce genre de choses, faites comme si vous étiez l'utilisateur et que vous rentrez un texte immense ou quoi que ce soit. Si l'utilisateur peut mettre en place des photos qu'il télécharge et ça va s'afficher sur une page, eh bien rajoutez, 200 photos pour voir si ça va bien passer ou pas. Et du coup, vous dites, ok, il faut une limite de photos également. Voilà, donc vraiment essayez de tout faire pour casser l'expérience, de casser l'interface. Donc là, c'est vraiment un conseil pour tester les pages. Essayez de tout faire pour casser tout ça. Et surtout, faites pas des petits tests un peu ok, bon, ça a l'air de fonctionner, donc c'est bon, on peut passer à la suite. Vraiment, soyez sans pitié, comme je l'ai écrit ici. Si possible, demandez à des utilisateurs extérieurs de tester votre site. Ils vont sûrement tenter des choses que vous avez oublié de tester. Ça aussi, hein, on croit avoir tout testé souvent, et on voit que une personne qui utilise le site l'utilise d'une manière totalement différente. Et il faut faire ça si possible. Donc personne extérieure, ça peut être des personnes de votre famille, des amis, et ça peut être sinon dans des forums. Des forums, il y en a partout, en français, en anglais, en tout ce que vous voulez. Et vous demandez à tester, il y a des gens, ils vont être très contents de le faire, et parfois de vous critiquer sauvagement. Vous pouvez faire des demandes sur des forums, des serveurs Discord, à vos amis ou votre famille. Ok, ensuite, astuce générale supplémentaire en rapport avec le testing, les bugs, etc. Donc ici, essayez d'utiliser un logiciel de gestion de version comme Git afin de garder des sauvegardes de vos sites et de vos applications. Donc Git permet de prendre, entre guillemets, de faire des sauvegardes de vos sites, de vos applications, de vos contenus. Il y a même des écrivains qui utilisent ou ce genre de choses. C'est très utile. Vous réglez un bug, vous faites une sauvegarde. Ça vous permet, par exemple, si vous avez certes réglé le bug, mais en fait que ça en a créé 3 autres, et bien de vous dire, oula, finalement je vais revenir en arrière, je vais tenter de le résoudre d'une autre manière. Et vous pouvez revenir en arrière sur une version précédente. J'ai un petit cours sur Git si vous le souhaitez pour découvrir ce logiciel de gestion de version. Ok, puis de toute façon Git et GitHub c'est obligatoire quand vous êtes un développeur aujourd'hui, vous devez savoir utiliser tout ça. Lorsque vous passez des heures à corriger un bug, documentez-le. Créez un dossier bug, savoir, astuce ou quoi que ce soit et décrivez votre bug dans ce dossier. Cela vous permet de retourner dessus de temps en temps, c'est très utile. Donc vraiment, quand je discute avec des développeurs, et j'en ai vu beaucoup en fait qui ont cette façon de penser, moi je l'ai fait de moi-même, de par mon propre chef, et en fait beaucoup de gens le font également, d'avoir ce dossier qui existe, avec tout ce que vous pouvez apprendre, hein, n'importe quel langage, quoi que ce soit, et ensuite vous allez répertorier des moments où vous avez vraiment passé beaucoup de temps. Ça évite de perdre du temps à chaque fois en fait, et de revenir sur un bug et de dire ah mince, je me souviens plus de comment je l'ai débugué, et de reperdre du temps en fait. Lorsque vous débuguez, changez peu de code d'un coup, ne supprimez pas des pans entiers de votre code, mais privilégiez les changements chirurgicaux. Ok ? Et notamment les changements chirurgicaux au niveau de tout ce qui est au-dessus position, layout, etc. Parce que ça, bon, si votre élément il passe de DisplayFlex avec toute une disposition flexible pour les enfants que vous avez travaillé, etc. et vous le mettez en display block d'un coup, bon, tout va se perdre en fait. Ça va vraiment tout changer en fait. Tout va être changé. C'est simple. Regardez, je vais prendre le container général ici, qui est main, ok ? Le main, il est en display block ici, c'est un élément en bloc. Et si je mets display flex, vous voyez, ça va tout changer, c'est normal. Ça met les éléments les uns à la suite des autres en rangée par défaut comme ça. Donc vous voyez comment une seule chose peut vraiment tout changer, quoi, tout changer. Donc ça, évidemment, il ne faut pas le faire ou le faire le moins possible. Vraiment, quand on change quelque chose de complexe, un layout comme ça, il faut vraiment savoir ce qu'on fait, il ne faut pas juste faire ça un peu au hasard. Ok, donc on était là. Enfin, une fois que vous avez résolu un bug, retestez les fonctionnalités et le design de votre site, car il arrive souvent que la correction d'un bug entraîne l'apparition d'une ou plusieurs autres erreurs. Ça aussi, c'est très très vrai. On croit qu'on a résolu quelque chose, on revient dessus, en général le lendemain ou un petit peu après, et en fait on découvre d'autres bugs, et on se dit « Ah mince, ça va durer plus longtemps ». Alors,
Si une section de l'interface est là pour recevoir du contenu d'un utilisateur, comme un article de blog, un pseudo ou une galerie d'images, prenez soin de remplir cette dernière, afin d'être sûr qu'elle peut accepter différentes tailles de contenu. Manquer à ça peut provoquer des surprises lorsqu'un utilisateur a un grand pseudo ou qu'on publie un énorme article de blog par exemple. Donc ça, voilà, c'est ce que j'ai répété tout au long de cette leçon. Essayez de massacrer votre interface. Par exemple, un pseudo, souvent, on oublie de mettre une taille max, ou alors on oublie de le gérer en CSS. Et donc, si vous allez sur Twitch par exemple, les pseudos sur les côtés, eh bien, ils dépasseraient comme ça, de gauche à droite, ils seraient très longs, ça dépasserait sur l'écran, ce serait très bizarre. Mais n'importe où, en fait. Les pseudos, c'est vraiment quelque chose qui, en général, peut créer ce genre de petits bugs comme ça. Mais aussi une galerie de photos sur Instagram, sur Facebook, etc. Testez, mettez beaucoup de photos pour voir si vraiment on peut mettre beaucoup de photos. Et souvent, on se rend compte que tiens, ça va pas passer, ou à un moment donné, ça va dépasser de quelque chose, le fond ne sera plus de la même couleur, ou plein de petits bugs comme ça qu'il faut essayer de détecter avant que les utilisateurs puissent le détecter, évidemment. Donc notamment, dès qu'on propose à l'utilisateur de rajouter du contenu quelque part, il faut nous-mêmes au préalable avoir tenté tout ce que l'utilisateur pourrait faire avec ce contenu et tout ce qu'il pourrait rajouter. Voilà pour ça, très bien. Donc cette méthode pas à pas, notamment la plus importante, c'est ce qu'on a vu au début. Le plus important, ce qu'on a vu au début. Et ensuite, il y a aussi des thèmes qui peuvent être assez importants dans certains cas précis. Voilà. Mais pensez en layout, pensez en position, et ça devrait bien se passer. Voilà pour ça, j'espère que ce cours vous a plu. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps à créer tout ça, ça m'a beaucoup plu de le faire également. J'ai cru que ça allait être plus court, mais finalement, créer tout ça, c'est quand même très 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 long. Passer en revue, relire la doc officielle, essayer de trouver des exemples précis et intéressants de la vraie vie, tout en essayant d'utiliser un discours adapté à potentiellement des débutants ou des développeurs intermédiaires, histoire de pas faire en sorte que ce soit trop compliqué, de toujours rester pédagogique. Voilà, c'est très long et assez complexe à faire, donc j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à en parler autour de vous si vous connaissez d'autres développeurs qui seraient intéressés, des étudiants, etc. Et puis voilà, on se dit rendez-vous dans un prochain numéro, prochain cours, prochaine vidéo sur YouTube, prochain article de blog dans ma newsletter. À la prochaine.